Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale de Vox Books. L'avènement du numérique et la montée fulgurante du taux d'utilisation des smartphones, des ordinateurs et même des téléphones portables ont considérablement influencé les comportements des Africains et principalement des jeunes, mais surtout réduit le temps consacré à la lecture. La lecture n'est donc désormais plus considérée comme la porte d'accès privilégiée au savoir, encore moins un synonyme de plaisir. Pourquoi ce désamour sans cesse croissant pour les livres? Comment faire pour retourner cette situation? Quelles peuvent être les politiques publiques mises sur pied pour permettre aux Africains de reprendre goût à la lecture? Autant de questions auxquelles nous essaierons tout au long de cette émission d'apporter quelques éléments de réponse. 26 minutes donc avec moi sur ce plateau, Arthur Pango. Il est le directeur central d'Aphrodite, africaine d'édition. Arthur Pango, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Vox Books. Merci à vous Steve, merci à Vox Africa d'avoir pensé à Aphrodite pour cette édition spéciale. Comment se porte justement Aphrodite aujourd'hui? Disons que Aphrodite se relève tant bien que mal. Aphrodite, en tant que maison d'édition locale, essaie de se frayer son petit bonhomme de chemin dans l'environnement, la littérature qui est un peu assez complexe au plan local quand même. On va commencer par là, et je le disais à l'introduction, c'est d'ailleurs un constat. Les Africains, encore plus les jeunes, lisent de moins en moins. Qu'est-ce qui, selon vous, on parlait là de la montée du numérique, l'avancée du numérique, mais selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer justement cette situation? Je pense déjà que structurellement, le livre n'a pas été, la culture du livre, la culture de la lecture n'a pas véritablement été inculquée à nos jeunes aujourd'hui. Et c'est le résultat aujourd'hui est clair, c'est-à-dire qu'il est plus facile pour les jeunes d'aller sur WhatsApp que d'ouvrir un livre. Okay? Donc c'est déjà un problème culturel. Maintenant, j'aime bien dire, le numérique n'empêche pas la lecture. Je suis éditeur, voilà une tablette, j'essaie juste de m'adapter, j'essaie juste de suivre l'évolution de la modernité. Mais ce qui se passe, c'est que nous, les jeunes, ou bien les jeunes en général, on n'a pas permis aux livres de suivre cette évolution de l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le livre reste toujours un peu plus cet outil élitiste, un peu contraignant qu'on est à l'école parce qu'il faut obligatoirement lire parce que le maître nous oblige. Mais le livre ne représente plus cet espace de distraction, cet espace d'évasion, cet espace de formation. Donc, dans l'imagerie des jeunes aujourd'hui, le livre est plus conçu comme un obstacle, plutôt comme un ami avec lequel on peut cheminer à travers n'importe quel support de notre vie. Donc du coup, quelle pourrait, si on devrait mesurer ou évaluer, quelle pourrait être la valeur du livre aujourd'hui dans l'imagerie, enfin? L'imagerie des jeunes? Ok. Moi, j'aime souvent faire une petite comparaison. Quand vous prenez, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, quand vous prenez des centres de lecture, je vais dire le Centre culturel français ou l'Institut culturel français, où il y aurait une petite dédicace, ou bien moi, Aphrodite, quand je fais une dédicace, j'aurais par exemple dans une salle de 300 personnes, d'accord, j'en aurais 100 maximum. Mais par contre, à la même heure, si de l'autre côté de la route, j'ai une inauguration, je ne sais pas moi trop quoi, d'un snack bar par exemple, je crois que j'aurai une population assez importante. Donc, si à titre de comparaison, sur une échelle de 0 à 10, le livre ne représente pas 10 en termes d'opportunités, en termes d'espace ou en termes d'éléments ludiques ou même éléments de formation au niveau des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes ne s'associent plus aujourd'hui au livre. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait donc obstacle finalement? C'est-à-dire que, est-ce que les jeunes n'ont pas plutôt en face d'eux une difficulté réelle justement d'accès à ces livres? Donc tout à l'heure, je parlais structurellement, avant de voir l'accessibilité de l'ouvrage, de livre en tant que tel,
il faut déjà voir ce qu'on a fait, c'est-à-dire comment est-ce que le livre il est perçu. D'accord? Et je crois que ça part dès le plus bas. Enfin, c'est un problème d'éducation. Si on ne permet pas à l'enfant de grandir, ou bien aux jeunes de grandir en sachant que, en fait, le livre, parce que le livre, il n'est pas simplement physique, il est également numérique. Ouais. Le livre est un outil ludique, c'est quelque chose qui peut permettre de s'évader. Le livre, c'est quelque chose qui peut permettre de se former. Le livre, c'est un élément important dans le développement, dans l'épanouissement personnel d'un individu. Il est clair que ça va être difficile. Okay? On est toujours dans cette espèce de tradition orale des Africains où c'est plus facile d'avoir une information en demandant à un ami qu'est-ce que tu en penses de ça que d'aller se renseigner directement dans à la source. Donc le livre, aujourd'hui, au niveau des jeunes, est perçu comme un obstacle. Et tant qu'on n'aura pas levé cette perception vis-à-vis du livre, il sera très difficile pour le jeune de pouvoir aller vers le livre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il y a un problème de contenu. Je crois qu'aujourd'hui, je n'aime pas le thème « les jeunes ne lisent pas ». Parce que si vous regardez, j'aime souvent me balader sur les forums ou les blogs, vous allez voir en fait que les jeunes sont intéressés. Les jeunes réagissent, ainsi de suite. Mais ce qui n'est pas intéressant, c'est qu'en fait, ils réagissent, mais ils n'ont pas des éléments qui peuvent leur permettre d'apporter quelque chose de concret. Parce qu'en fait, c'est principalement sur ce qu'ils ont écouté à gauche et à droite, ils n'ont pas véritablement une source. Donc, le contenu n'étant pas accessible, c'est-à-dire que quand on a un contenu qui n'est pas accessible, qui ne m'interpelle pas, exactement, il est clair que je ne vais pas me tourner vers là. Ça va même encore plus loin parce que si vous reprenez simplement au niveau de l'espace scolaire, il n'est pas normal pour moi aujourd'hui que si il n'y ait pas de livre qui parlerait de l'histoire du Cameroun bien avant la colonisation, par exemple, qui parlerait, je ne sais pas moi, des différents peuples. Ok, donc, le contenu n'étant pas attractif, le jeune ne s'identifie plus à ce qu'il sort, quoi. Je veux dire, on a plutôt l'impression que c'est une multitude de théories que nous avons écoutées à l'école. Et bon, on a écouté ces théories à l'école, on ne veut pas forcément sortir de l'école, on veut s'évader. Si, en plus de ça, le contenu qu'on offre disponible sur le marché littéraire ne nous permet pas de nous évader, c'est clair que moi, jeune, je ne partirai pas, quoi. Donc, oui, voilà. Justement, il y a certains, enfin, j'ai eu à rencontrer plusieurs jeunes, justement, lors des cérémonies dédicaces, dans des centres de lecture également. Aujourd'hui, dans l'imagerie des jeunes, on assimile justement le livre à une certaine couche de la société. On parle des intellos, on parle des personnes âgées, on parle des riches, on parle même des chercheurs. Ça veut dire que le jeune, lui, si il n'est pas vraiment ou véritablement dans un processus de recherche, pour lui, le livre devient inutile. C'est clair. Je suis parfaitement d'accord. C'est effectivement ça. C'est toujours un problème de perception. Je dis, aujourd'hui, dans l'environnement camerounais, il y a très peu d'espace ludique. Ouais. Et il y a très peu d'espace qui permettent aux jeunes de pouvoir s'évader tout en se formant. Le livre a, je veux dire, ce fondement-là, le livre a cet objectif-là, donner la possibilité au lecteur de s'évader tout en se formant. Alors, quand le jeune aujourd'hui voit, quand on parle d'une dédicace, docteur tel, il a écrit sur tel, bon, je ne me sens pas concerné. C'est pour les intellectuels, ainsi de suite. C'est clair que on ne peut pas s'en sortir. Donc, il y a donc ce problème également de contenu. Si vous voulez, on dit en marketing que si vous voulez toucher un marché, il faut mettre à disposition de ce marché le produit dont il a besoin. Donc, si vous voulez que les jeunes lisent, il faut leur donner du contenu, le contenu dont ils ont besoin, le contenu qui pourrait être suffisamment attractif pour eux, quoi. Donc, si on me peut permettre, si je prends au niveau de mon entreprise, si je prends au niveau d'Afredit, par exemple, c'est un constat qu'on a fait depuis fin 2014. On s'est rendu compte qu'effectivement, on nous taxait de maisons d'édition élitistes. Oui.
Parce qu'en fait, on avait uniquement uniquement des auteurs confirmés. Et donc forcément, les jeunes ne pouvaient pas s'identifier à ça. Qu'est-ce que nous avons essayé de faire? Nous avons essayé de diversifier. Effectivement, on ne peut pas localement penser que on va privilégier la grosse masse au détriment des chercheurs. Non. Le noyau même de la lecture pour l'instant au Cameroun, ça reste cela. Donc, au lieu de se concentrer uniquement dans cette petite minorité, on s'est dit qu'il faut essayer de développer de nouveaux produits. D'accord? On a lancé une collection Madinwa, par exemple, qui est des romans à l'eau de rose, des romans sentimentaux, tout ce qu'on appelait à l'époque harlequin. Mais on les a écrits, on a conçu ces romans en tenant compte de l'environnement local. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, la jeune fille de 17 ans ou de 15 à 18 ans qui cherche des repères, qui regarde, entre guillemets, des séries dans des chaînes que nous connaissons, avec un environnement qui n'est pas le sien, elle ne se retrouve pas. Ouais. Par contre, si on lui donne la possibilité d'avoir un espace ludique, qui renvoie à ce qu'elle vit au quotidien, il est plus facile pour elle de s'intéresser à cet ouvrage-là. Donc, on a essayé d'adapter un contenu, de créer un contenu pour l'adapter à des besoins locaux. Donc, c'est un peu ça. Il faut aussi relever aujourd'hui que les livres ne sont plus à la portée. Enfin, à la portée de tous, je vais évoquer le prix. Les jeunes doivent... Enfin, on doit débourser aujourd'hui environ 10 000 francs, voire plus, pour se procurer un livre. C'est aussi un problème qu'il faudrait régler. Il faudrait peut-être penser à un niveau, à l'épaisseur du porte-monnaie des consommateurs potentiels. Alors, effectivement, c'est vrai que on a toujours mis le prix, le coût du livre comme étant un frein. Déjà, avant d'avancer, je préfère toujours dire que le prix du livre, pour moi, n'est pas un frein, véritablement. Pourquoi? Parce que, en faisant toujours le parallèle de ma dédicace d'en face et l'ouverture d'un snack bar de l'autre côté, si vous regardez à la fin de la journée ce qu'un jeune de 17 ans a pu dépenser dans un snack bar, ça dépasse largement les 10 000. Largement. Mais le simple fait qu'il a l'impression qu'il... comment on dit, en anglais on dit marginal utility, c'est-à-dire que le plaisir, en fait, le plaisir qu'il a en consommant, en passant ou en dépensant ou en investissant son argent au niveau du snack bar, le plaisir il est plus important que ce qu'il aura au niveau du livre. C'est clair que là, véritablement, on se dit, bon voilà, le livre, le coût du livre est important. Mais maintenant, pour revenir effectivement même dans les prix, je considère que l'Afrique, on n'est pas à un niveau pour dire qu'on va acheter des livres à 15-20 000. Au niveau d'Aphrodite, on s'est dit vraiment, nos livres, on va se débrouiller à ce qu'on ne dépasse pas la base symbolique de 10 000. Et donc maintenant, en fonction des tranches de personnes, en fonction de la cible recherchée, on va adapter. Aujourd'hui, nos romans coûtent entre 2 000 et 5 000. D'accord? La nouvelle bande dessinée Betty Omar que nous avons lancée, c'est 2 000, 2 500, je crois. D'accord? Madinwa, c'est le même prix. Quand vous avez des auteurs comme Dinda Dinda qui font de très beaux romans de fiction, les prix sont les mêmes, varient entre 3 500 et 5 000. Ok? Nous avons même également, en partenariat avec certaines universités du Cameroun, produit des livres à l'attention des universitaires. Et même à ce niveau-là, même si on a eu un prix public de 10 000, on a essayé de voir avec les universités ce qu'il y a eu de faire pour que le prix pour l'étudiant soit pas le prix à l'espace public. Donc, on met tout en place pour se rassurer qu'effectivement, le seuil des 10 000 ne soit pas dépassé, de 1, et de 2, en fonction de la cible recherchée, que le prix soit adapté. Ouais. On va marquer une petite pause, Arthur Pango, le temps pour nous de prendre ce reportage qui a été réalisé dans le cadre de notre clin d'œil de la semaine. Il s'agit des salons de coiffure devenus des véritables bibliothèques. C'est en Côte d'Ivoire. On revient juste derrière. À tout de suite. Des livres rangés sur une étagère au milieu des crèmes défrisantes, des bigoudis ou des mèches. En Côte d'Ivoire, des salons de coiffure deviennent désormais aussi des salons littéraires. Pour faciliter l'accès des femmes à la lecture, la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire
a installé 23 mini-bibliothèques dans des salons de coiffure à Abidjan et dans des villes à l'intérieur du pays. Chacun dispose de 50 livres renouvelés régulièrement grâce à une rotation du fonds de 1750 ouvrages. Le projet Femmes et Lecture constitue une démarche de la bibliothèque hors les murs, dans un pays où il n'existe pratiquement pas de bibliothèques dans les quartiers et où celles qui existent ne sont pas fréquentées par les populations, encore moins par les femmes, résume Chantal Adiman, directrice de la Bibliothèque nationale et initiatrice de ce projet lancé en 2012. Les femmes ivoiriennes très coquettes, en tout cas dans la majorité, trouvent le temps de se faire belles. Et cette raison peut les maintenir pendant 1h30 au moins dans un salon de coiffure. Alors, la bibliothèque a décidé de porter le livre aux femmes jusque dans leur lieu de fréquentation régulière. À la Bibliothèque nationale située au plateau, le quartier administratif et des affaires d'Abidjan, des collaborateurs empilent des cartons des ouvrages destinés au salon de coiffure. Romans, livres pour enfants, mais aussi essais qui parlent des droits de la femme ou des enfants. À Adopé, au sud d'Abidjan, l'une des 7 mini-bibliothèques est installée à l'intérieur du marché de la ville. Dans le petit salon de 1,5 m², des livres côtoient sur les étagères, les produits cosmétiques. Assise sur un banc devant le salon ou sous un casque, ignorant les bruits alentours et les échanges de 2 vendeuses installées juste derrière elle, une cliente lit un roman pendant que les mèches sèchent. Il y a d'autres même qui viennent juste pour lire les livres. Et puis elles s'asseyent, quand elles finissent, elles partent, elles s'en vont, elles déposent les livres et puis elles s'en vont. Donc je peux dire que depuis la mini-bibliothèque, mon salon marche. Depuis au salon, bon, là, ça me permet de voir passer le temps et puis de ne pas m'occuper en fait des choses qui sont inutiles, quoi. La mini-bibliothèque a augmenté la fréquentation du salon. Désormais, les coiffeuses du marché installées en plein air viennent elles aussi emprunter des livres à la mini-bibliothèque pour leurs clientes. L'un des objectifs du projet Femmes et Lecture est justement de conquérir un public qui est très proche des enfants. Afin d'initier ceux-ci à la lecture, révèle la directrice de la Bibliothèque nationale. À Cocody, quartier chic d'Abidjan où elle exerce depuis de nombreuses années, Justine Inagoui, 66 ans, a tout de suite adhéré au concept. Elle a aménagé un espace spécialement destiné aux enfants qui accompagnent souvent leur mère au salon et ceux de la cité où elle réside également. Les Ivoiriens aiment lire, mais ils n'ont pas accès aux livres. Les mini-bibliothèques dans les salons de coiffure ont suscité un besoin d'alphabétisation, un moyen de démocratiser l'accès à l'information et à la connaissance, source de cohésion sociale. Alors Arthur Pango, quand on sort de ce reportage, j'ai envie de demander, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'un problème d'accès aux livres? Parce que les bibliothèques et les centres de lecture aujourd'hui en Afrique ne courent pas de rue. Du coup, voilà un autre problème qui se pose. Quand on regarde en Côte d'Ivoire où on est obligé d'aller toucher la cible, est-ce que ça peut pas être... est-ce que le problème ne pourrait pas être justement ce problème d'accès? Ok, je suis la proximité. Je suis d'accord. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le livre, la distribution du livre suit le schéma d'il y a 50 ans. C'est-à-dire, en fait, que l'auteur, éditeur, libraire. Ouais. Ok. Sauf que, localement, il y a de moins en moins de librairies. La majeure partie des librairies, aujourd'hui, sont des librairies scolaires. Librairies scolaires, elles ouvrent en juillet. En octobre, elles sont terminées, on passe à autre chose. Peut-être à la papeterie. Ainsi de suite. Ouais. Okay. Maintenant, les centrales de lecture, elles n'existent pas non plus. Et même quand elles existent, elles ne sont plus le lieu privilégié où les gens vont, vers lesquels les gens iront. Okay. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de changer le schéma de distribution. Il faut pouvoir mettre le livre dans des espaces où les gens ont facilement accès. Avant de parler du cas d'Afrique, parce que, excusez-moi, je ne parlerai que de ce que moi je fais, je prendrai le cas d'un Nigérian qui, face à ce problème, a développé des bibliothèques ambulantes à l'entrée de tous les marchés. Un petit kiosque, il entre au marché, voilà, vous passez, voilà. Donc, il est sorti du canal normal pour s'adapter à son environnement. Exactement. Nous, aujourd'hui, on a fait pareil. On s'est rendu compte que les librairies ne sont plus fréquentées. Donc, on va vers des espaces qui sont fréquentés. Quels sont les espaces les plus fréquentés aujourd'hui? Vous avez les supermarchés,
Exact. Parce que de plus en plus, les gens font leurs courses dans les supermarchés. Nous avons un partenariat avec une enceinte locale qui permet de dire, OK, voilà, si vous pouvez y avoir accès. Mais comment faire justement, on va sortir par là, comment faire justement pour que à la fois vous, les éditeurs, les auteurs et peut-être aussi les pouvoirs publics, comment faire pour que le livre ne soit plus considéré aujourd'hui comme j'ai envie de dire, un savoir inutile et que véritablement ça puisse être une attraction et que les jeunes comprennent qu'en fait le développement en fait il se trouve dans le livre. Ok. Moi, j'aime pas parler pour les autres. Je crois que mais vous pouvez proposer. C'est certain. Je veux dire qu'en fait, tout le monde va dire il faut une nouvelle politique du livre au Cameroun, il faut une nouvelle politique du livre en Afrique, ainsi de suite. Je crois que l'administration publique en est consciente et de plus en plus, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Je vois au ministère de la Culture, il y a eu le Salon du Livre, il y a eu pour la foire pour les bandes dessinées, ainsi de suite. Il y a l'appui à l'édition qui est, pour plusieurs auteurs, qui est un peu plus importante aujourd'hui. Si vous arrivez à l'enseignement supérieur, c'est également la même chose. Donc je crois que les pouvoirs publics s'interrogent et essayent de faire comme ils peuvent. Maintenant, au niveau des éditeurs, moi je crois qu'il y a un véritable problème, c'est qu'en fait on avance en rang dispersé. Ok, il n'y a pas un véritable consortium. Il n'y a pas une synergie véritable. C'est-à-dire que pour moi, il est plus facile si une joint venture avec une, deux, trois, je fais une ligne droite, je dis, je peux me prendre à Aphrodite ici, une maison au Bénin, une maison en Côte d'Ivoire. On fait une joint venture pour faire, par exemple, la promotion d'un livre jeune. On essaye de partager les savoirs. Ça fait en sorte que le coût de la recherche est réduit, le coût de la communication réduit, parce qu'il faut préciser une chose, vous les médias, vous ne les aidez pas non plus. Donc, Voxbooks déjà c'est... Je dis globalement, il faut féliciter l'espace Voxbook. La vérité c'est que les chaînes concurrentes, il n'y en a pas beaucoup, à la limite c'est presque inexistant. Donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'associer pour pouvoir répondre aux défis qui sont les nôtres. Pour moi, c'est un peu ça. Et je dis encore, il y a la dématérialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le livre, quand on parle de livre, on ne parle pas simplement d'un support papier. Il y a la dématérialisation. Dématérialisons les livres, rendons nos livres numériques avec des contenus attrayants. Et nous avons les espaces. Facebook, c'est combien d'habitants ? Abonnés. J'appelle habitants, pour moi c'est un pays. Facebook c'est un pays. C'est combien d'habitants ? Des milliards. Voilà. Ok. Donc dématérialisons et amenons ça, ce livre-là vers les enfants, dans leur espace, parce qu'en fait leur espace aujourd'hui, c'est le net. Leur espace aujourd'hui, ce sont les tablettes. Donc ramenons le livre. C'est vrai, on peut dire il faut la proximité physique, mais créons également la proximité numérique. Et je crois qu'à ce niveau-là, le problème de coût ne se sentira pas forcément. Et un jeune qui aura l'habitude d'avoir un ouvrage facilement accessible sur un site prendra l'habitude de le lire et à la fin pourra être intéressé également à se dire bon, pourquoi pas entrer dans une bibliothèque si effectivement on crée également l'attraction. Merci à vous Arthur Pango d'être passé sur le plateau de Voxbook. Je rappelle que vous êtes le directeur central d'Aphrodite africaine d'édition. Okay. Merci. Merci à vous Steve, merci à Voxbook. Okay. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous et également à la maison de l'avoir suivi. Je rappelle que vos réactions sont massivement attendues via nos réseaux sociaux aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran. On se quitte comme traditionnellement avec un livre nouvellement paru et un autre disponible en librairie. Excellente fin de soirée et très très bonne semaine à tous. Au revoir. Plus de 20 ans à faire des chambres. Mais vraiment, ma mère, quand elle te raconte ses 20 ans, tu as les larmes aux yeux. Les premières 4 années, elle a commencé comme extra. Le statut d'extra, c'est lorsqu'il y a du travail en abondance. L'on fait appel à toi. Dans le cas contraire, l'on ne t'appelle pas. Donc tu gardes ton téléphone à côté de toi, prêt à aller travailler si on t'appelle. En principe, tu ne dois pas excéder 1 an dans ce statut instable.
Dès qu'ils voient que tu vas faire déjà 1 an, ils te renvoient au quartier une dizaine de jours pour rupture de contrat d'extra. Lorsque tu reviens, tu recommences un nouveau cycle. Le ton est ainsi donné par White, le seul métis de Poto Poto, qui raconte sa vie et ses épreuves auprès des personnages attachants et pleins de couleurs de son sous-quartier. Le leader politique Manga Pantaleon, la famille des propriétaires terriens et Somba, les jumeaux procureurs et magistrats, le tout sous la folle ambiance de l'hôtel Plaisir où sa mère est femme de chambre depuis 20 ans. Hôtel Plaisir de François Nkeme, nouvellement paru aux éditions Proximité. Ce recueil de textes consacré à Tikaya Untamsi, rédigé sous le signe de l'admiration et du respect, est l'œuvre d'amis du poète congolais. Depuis la disparition de l'auteur en 1988, plusieurs de ses écrits ont été interprétés. Adaptation à la scène de poèmes, de nouvelles et de romans. Tikaya, notre ami, l'homme, l'œuvre, l'héritage, disponible chez Présence africaine. Donnez vie à votre manuscrit chez Afridi.